Donc, on voulait vous aviser de ça. Donc, c'est pour ceux qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui, par exemple, pourront bénéficier de cette conférence-là là, en mode différé. Donc, on parle beaucoup de relance verte, hein? C'est partout ces temps-ci. Donc, je pense que c'est d'autant plus intéressant de vous présenter dès maintenant notre contenu et je cède sans plus tarder la parole à Jean-François Vermette, qui est directeur scientifique chez nous, qui est biophysicien, qui a été chercheur aussi et puis qui va amorcer cette première ronde de webinaire. Merci. À toi, Jean-François. Merci beaucoup, Claude. Ça fait vraiment plaisir d'être ici pour vous entretenir d'économie circulaire aujourd'hui. Surtout de vous voir en si grand nombre, là, ça fait vraiment plaisir. Tout d'abord, avant de me lancer dans le cœur du sujet, là, juste préciser davantage qu'est-ce qu'on fait, qui on est au CTTEI. Donc, je le répète, on est le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. On est un CCTT, hein, donc un centre de recherche appliqué, affilié au Cégep de Sorel-Tracy. Et on a une mission d'aider les entreprises, les PME, mais aussi les grandes entreprises et les organisations à se démarquer de la concurrence, à être plus compétitives grâce à l'écologie industrielle. Donc, en gérant mieux leurs ressources, en mettant en valeur leurs matières résiduelles, en implantant des procédés propres et en établissant des symbioses industrielles au niveau territorial. On est une équipe d'une vingtaine, la majorité étant des chercheurs, des techniciens laboratoires, des chimistes, des ingénieurs. Donc, on est des scientifiques multidisciplinaires créatifs. Puis aujourd'hui, mon objectif, l'objectif de ma partie de présentation ce midi, c'est de vous démystifier un peu plus l'économie circulaire, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup. Toutefois, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde quelle est la définition de l'économie circulaire, mais je ne veux pas vous faire une présentation théorique, loin de là. Mon objectif, c'est de démystifier par l'exemple. Donc, en vous présentant des exemples concrets de projets d'économie circulaire sur lesquels on a travaillé au CTTEI récemment. Et puis, dans le but de vous démontrer, tout d'abord, qu'il n'y a pas une seule façon de faire de l'économie circulaire. C'est un ensemble d'une douzaine de stratégies qui visent tout le même but, qui visent à optimiser les ressources, optimiser l'utilisation des ressources. Donc, parmi ces nombreuses stratégies-là, il y en a peut-être une, il y en a peut-être deux qui peuvent rejoindre votre contexte d'entreprise, votre contexte d'organisation, puis qui peuvent peut-être vous inspirer pour la suite. Donc, je ne passerai pas en revue toutes les stratégies, mais il peut s'agir de repenser ces opérations, par exemple en changeant un procédé polluant par un procédé propre. Ça peut être d'utiliser plus fréquemment les produits, les biens, en faisant de l'entretien, de la réparation, du reconditionnement. Mais ça va aussi également jusqu'au recyclage, au compostage, la valorisation. Donc, tout ça, ce sont des stratégies d'économie circulaire que je veux vous illustrer par 4 exemples concrets de projets court terme, très appliqués. Puis par la suite, mon collègue Pascal va prendre le relais pour vous amener ailleurs là, vers des technologies propres émergentes. Sans plus tarder, mon premier exemple, j'ai choisi le plus appétissant pour mettre la table. J'ai envie de vous parler d'entomoculture avec l'entreprise Antosystème, qui est une petite entreprise de Sherbrooke, petite mais dont la croissance est vraiment rapide, qui ont un modèle d'affaires vraiment intéressant basé sur l'économie circulaire. Donc, Antosystème, leur modèle est de travailler sur un approvisionnement circulaire. Donc, ils s'approvisionnent de résidus agroalimentaires qui sont impropres à la consommation humaine. Donc, ça, c'est très important à mentionner pour ne pas être en compétition là, avec l'alimentation humaine. Puis, ces résidus alimentaires-là servent de matière première, de nourriture pour la croissance d'insectes. Donc, il peut s'agir de drèches de microbrasserie, de fruits, de céréales périmées, de chocolat non conforme, et j'en passe. Puis avec ces larves d'insectes-là, ils produisent un aliment à très haute valeur nutritionnelle
et à très haute valeur économique également. Donc, très riche en protéines. Puis, pour l'instant, leurs produits sont destinés à l'alimentation animale, aux poulaillers, aux aquariums, entre autres. Mais possible qu'éventuellement, ils se lancent dans l'alimentation humaine quand l'acceptabilité sociale sera au rendez-vous. Donc, il y a un peu plus d'un an, là, Antosystème nous a contactés au CTTEI puis nous a accordé un mandat pour les appuyer dans leur développement, puis dans cette croissance-là très rapide qu'ils vivent. Donc, notre rôle dans ce projet-là a été de répertorier des gisements de résidus alimentaires, mais selon vraiment un cahier de charge très strict, très précis, de caractéristiques physico-chimiques, absence de contaminants, bien entendu, avec un minimum de quantité nécessaire, une traçabilité très importante aussi. Et puis, on a été amené à cartographier les gisements les plus favorables là, sur une carte du Québec, étant donné qu'Antosystème, pour soutenir leur croissance, ils n'ont pas le choix de déménager. Je pense que ça se fera cette année, là, dans les prochains mois. Donc, on a été amené à leur recommander quelles zones, quelles régions géographiques sont plus intéressantes là, pour eux, pour l'emplacement de la prochaine usine. Puis, on les a appuyés pour la réalisation de tests de croissance larvaire chez eux dans leurs installations. Donc, c'était en quelque sorte là, des essais pilotes là, qui ont été faits chez eux. Donc, vous voyez, c'est un projet très concret qui, dans leur cas, a été réfléchi dès la base, là, dès la constitution de l'entreprise. Et puis, il y a des avantages à plusieurs niveaux d'implanter l'économie circulaire dans ce modèle-là. Tout d'abord, pour les entreprises agroalimentaires, plutôt que de payer pour acheminer leurs résidus vers le compostage ou la biométhanisation, ils se retrouvent à créer un marché pour leurs résidus agroalimentaires. On peut donner ou vendre son résidu. Donc, je ne sais pas si parmi nous, là, il y a des entreprises dans le domaine agroalimentaire, mais gardez ça en tête, c'est de nouveaux marchés qui sont en émergence là, pour vos matières, pour vos résidus. Il y a bien entendu des avantages environnementaux et même qu'on génère ici, c'est un cas de surcyclage, c'est-à-dire que la matière résiduelle, qui est le résidu alimentaire, a une certaine valeur économique et environnementale aussi, mais par l'action des insectes, on vient bonifier cette valeur-là. Donc, dans ce cas-ci, on parle de surcyclage. Puis, on produit un super aliment qui est à 70% contenu en protéines. Je vous mets au défi, là, la prochaine fois que vous irez faire votre épicerie, là, comparer les fiches nutritionnelles des aliments, c'est imbattable. Donc, mais inquiétez-vous pas, là, je ne suis pas un vendeur d'insectes pour l'alimentation, mais ce sont les faits. Donc ici, on a un projet qui a utilisé 3 stratégies d'économie circulaire. L'éco-conception, la consommation responsable du point de vue du consommateur, puis l'écologie industrielle, c'est-à-dire qu'on a utilisé des matières résiduelles d'autres entreprises, d'autres industries pour ce projet-là. Voilà, donc on quitte un peu le domaine agroalimentaire, on quitte les insectes et je vous amène dans la fabrication de bottes de caoutchouc avec le cas de nos partenaires Genfoot, qui, entre autres, fabrique les bottes de marque Amic, mais d'autres produits également, à Montréal. Et puis pour qui ils sont vraiment une fierté d'être un des derniers bastions dans cette industrie-là à produire encore à Montréal, au Québec, et non pas en Asie. Et ils le font de façon incroyable, exceptionnelle, en recyclant un maximum de leurs produits et en amenant les principes du développement durable, de l'économie circulaire dans toutes leurs activités. Il y a quelques années, les gens de Genfoot nous ont approchés pour nous soumettre un défi qu'ils avaient, qui était relié à la production de ce nouveau modèle de bottes, qui sont des bottes de chasse constituées de 2 matières. Donc, c'est un chausson en néoprène sur lequel on vient injecter un élastomère. Et puis, bon, comme toute ligne de production, il y a une certaine proportion de produits non conformes. De plus, chez Genfoot, là, les critères de qualité sont très élevés. Donc, il suffit qu'il y ait
une petite tache pas de la même couleur ou un léger défaut d'extrusion, pardon, sur l'élastomère pour que la botte soit mise au rebut. Puis bon, le contexte de cette nouvelle production-là fait que, en temps normal, l'élastomère seul, GenFoot sait très bien le recycler, mais les deux matières amalgamées ensemble, ça cause un problème. Puis, il faut être capable de retirer l'élastomère sans abîmer le chausson de néoprène parce que lui provient d'Asie et a un coût quand même très important là, pour l'achat. Donc, c'est le défi que GenFoot nous a soumis. Est-ce qu'on est capable de recycler, en fait, de séparer les deux matières des produits non conformes pour ensuite permettre le recyclage? Puis ça, bien, chez nous, pour notre équipe de chercheurs curieuse et créative, là, on est un petit poisson, comme des petits poissons dans l'eau quand on se fait soumettre des défis comme ça. On est très fort à brainstormer, à penser en dehors de la boîte. Donc là, notre premier rôle a été d'identifier quelle technologie on avait besoin pour le recyclage de ces bottes-là. On a considéré plein d'idées, cryogénie avec de l'azote liquide, chauffage à convection, infrarouge, même abrasion avec de la glace sèche. Puis, bon, donc, cette partie, au départ, c'est comme un entonnoir, on fait un brainstorming, et ensuite, on identifie de façon plus précise la technologie optimale. On a établi la faisabilité en laboratoire, et ensuite, on a poussé plus loin en identifiant un fournisseur qui allait faire le design, la fabrication de l'équipement de recyclage pour GenFoot. Puis, bien, la technologie qu'on a fini par trouver, en fait, c'est une technologie de chauffage par infrarouge qui est existante. On n'a rien inventé. Toutefois, on a adapté une technologie qui est utilisée dans d'autres industries. Puis l'avantage de cette technique de chauffage-là, c'est qu'elle permet, par le rayonnement infrarouge, de chauffer de façon préférentielle l'élastomère et non pas tout le chausson, puisqu'il ne faut pas l'abîmer, il faut le garder intègre. Un chauffage très rapide aussi. Et puis, ça évite, le chauffage infrarouge par rapport à la convection, ça évite de chauffer tout l'air ambiant dans le four. C'est vraiment un rayonnement qui est absorbé par le polymère dans ce cas-ci. Donc, c'est très rapide puis c'est éco-énergétique. Puis ensuite, quand l'élastomère est ramolli, il suffit qu'un opérateur le retire manuellement super facilement avec des gants, puis le chausson peut être réinjecté d'un côté et l'élastomère va être granulé et recyclé à son tour. Ça a été vraiment un succès sur toute la ligne, ce projet-là, qui peut sembler tout simple, mais côté économique, on a trouvé un retour sur l'investissement de 6 semaines pour l'implantation de ce procédé-là. Souvent, on parle en mois ou en termes d'années pour un retour sur l'investissement, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment extrêmement rapide. On a évité l'enfouissement de milliers de bottes par semaine. On a créé 2 emplois. Ce n'est pas des centaines d'emplois, mais quand même, c'est des retombées sociales importantes. Et même notre concept, notre procédé de recyclage a été exporté aux États-Unis par GenFoot, qui a d'autres usines là-bas dans le groupe. Donc, on est vraiment fiers de ça. On est vraiment très fiers. Et puis, chez GenFoot, vraiment, un avantage qui est non négligeable, c'est la satisfaction des employés, le sentiment d'appartenance qui est très fort, étant donné qu'ils sont leaders en environnement. Et voilà, c'est bon, bien sûr, pour l'image corporative. Donc, c'est un cas différent. C'est un peu ce que j'essaie de faire aujourd'hui, piger des exemples variés dans l'espoir de rejoindre le plus grand nombre de monde d'entre vous qui peuvent se reconnaître. Donc, ici, en économie circulaire, on a utilisé une stratégie d'optimisation des opérations et de recyclage. Donc, assez classique. Troisième exemple. Ici, on va parler de biofiltration. Et c'est un exemple qu'on a sélectionné, entre autres, parce que pour démontrer la force de la collaboration entre 2 centres de recherche. C'est la façon vraiment qu'on préconise. On pense qu'en économie circulaire, on gagne à travailler ensemble, à échanger des idées. Dans ce cas-ci, on a collaboré déjà avec Sanimax, qui est l'entreprise partenaire,
et le CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec, qui est maintenant là, sous la gouverne d'Investissement Québec. On a donc travaillé ensemble pour concevoir un biofiltre à base de résidus de construction. Donc, le contexte, c'est que le CRIC a développé, dans les années 90, une technologie de biofiltration qui est nommée Biosort, qui permet là, très efficacement de traiter des eaux usées, des gaz industriels, du lisier de porc et traiter l'ammoniac et les COV, le H2S notamment. Technologie qui fonctionne très bien là, dans son créneau. Puis ça consiste tout simplement à un support organique qui contient des copeaux de bois, de la tourbe, ensemencé de bactéries. Notre effluent vient traverser le biofiltre et puis les bactéries font le travail de dépolluer, de décontaminer l'effluent. Un des plus vieux clients du CRIC pour cette technologie-là, c'est Sanimax à Lévis, qui a une usine d'équarrissage. Et puis, pour traiter l'air vicié de ses procédés, l'air ambiant de son usine, là, éviter de dégager des odeurs pour le voisinage, a installé 7 grands biofiltres sur son terrain qui sont en fonction depuis 15 ans. Donc, c'est vraiment une très grande surface. Et puis voilà, le procédé fonctionne bien pour eux. Toutefois, un défi qui a été noté par l'entreprise, c'est que le garnissage finit par... Bon, je ne sais pas si fermenter, c'est le bon terme, probablement pas, mais finit par se dégrader. Puis, au bout de 5 ans, il faut une opération faut changer le garnissage. Et puis, imaginez qu'à 7 biofiltres aux 5 ans, ça veut dire qu'à chaque année, l'entreprise doit changer 1 ou 2 biofiltres. Ça finit par revenir vite. C'est des coûts de maintenance, peut-être des arrêts de production aussi, si je me souviens bien. Donc, le défi du CRIC, c'était de concevoir un nouveau garnissage efficace, aucun compromis sur le rendement, c'est sûr, écologique, pourquoi pas, hein, et à plus grande durée de vie pour éviter de les changer à tous les 5 ans. Puis, le CRIC et nous, on se connaît bien, on travaille ensemble à l'occasion, on connaît chacun nos forces, et ils sont venus nous solliciter pour les aider à répertorier des matières résiduelles qui correspondaient encore une fois au cahier de charge, caractéristiques physico-chimiques, innocuité, stabilité de la matière dans le temps. Encore une fois, c'est du bonbon se faire proposer un projet comme ça. On s'est amusé à répertorier 37 matières résiduelles dans ce cas-ci pour arriver à hiérarchiser celles qui sont les plus favorables selon une analyse multicritère qu'on a faite avec les partenaires. C'est toujours la démarche de l'entonnoir, encore une fois. On a obtenu des échantillons pour 10 matières qu'on jugeait à haut potentiel et finalement, le CRIC en a choisi une matière optimale pour des bancs d'essai à ses laboratoires. Puis, le gagnant, ça a été des agrégats de béton recyclé qui sont donc un résidu de construction, rénovation, démolition. Tout simple. Parfois, les solutions les plus simples sont les meilleures solutions. Parce que dans ce cas-ci, c'est peu coûteux, les agrégats de béton recyclés, abondants. Il y en a dans toutes les régions du Québec, inertes, stables à long terme, ce n'est pas biodégradable. Et puis, les bancs d'essai du CRIC ont montré qu'on pouvait atteindre des performances égales, voire supérieures de biofiltration avec ce nouveau garnissage-là. Puis, on estime la durée de vie, plutôt que 5 ans, peut-être quelque part entre 10 et 20 ans, mais ça reste encore à prouver. Ça ne fait pas suffisamment d'années. Mais pour l'instant, tout porte à indiquer que c'est très, très intéressant. Il y a une réduction, comme je disais tantôt, des arrêts et de la maintenance chez Sanimax. Et ils ont estimé ensemble, le CRIC et Sanimax, des économies approximatives de 100 000 $ par année. Donc, pour une entreprise PME, mais même pour une grande entreprise, c'est le genre d'économie extrêmement intéressante. Et aussi d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, pour les entreprises en construction, rénovation, démolition, c'est un débouché supplémentaire pour une matière, pour un de leurs résidus. Donc, c'est tout à fait intéressant de ce côté-là aussi. Donc, dans ce cas-ci, si on revient aux stratégies d'économie circulaire, il s'agit d'un projet d'éco-conception parce qu'on choisit notre matériau en fonction de la fin de vie dès le départ. Et c'est un cas d'écologie industrielle, encore.
bien sûr, là, on présente les projets qu'on connaît au CTTEI, puis souvent, on implique l'écologie industrielle, bien sûr, dans nos projets. Mais c'est une des stratégies possibles. J'en arrive à mon quatrième exemple, dernier exemple en ce qui me concerne, qui est avec l'entreprise Produits Minera. Vous allez voir ici, on amène une dynamique différente, une dynamique de mutualisation des résidus de plusieurs entreprises. Et puis, bon, Produits Minera sont en démarche là, pour offrir un nouveau service de régénération de sable de fonderie. Donc, voilà, tout d'abord, je veux juste glisser un mot de quoi il s'agit quand on parle de sable de fonderie. Ce sont des minéraux réfractaires qui sont utilisés par l'industrie des fonderies qui utilisent le procédé de moulage à la cire perdue. Donc, on a besoin, avant de mouler une pièce, de concevoir un moule tridimensionnel de la pièce à couler. On voit une belle image ici. Et puis, c'est habituellement ce sable de fonderie-là qui est aggloméré par un liant, par une résine organique la plupart du temps. Et puis, cette matière-là, on sait la recycler. Les procédés existent. Il faut être capable, pour pouvoir recycler le sable, de le débarrasser de la résine par un procédé de régénération. C'est le terme qui est utilisé dans l'industrie. Ça peut être régénération chimique ou mécanique. Toutefois, les fonderies ici au Québec qui utilisent ce procédé-là, puis je pense même que c'est généralisé dans le monde, c'est habituellement à petite échelle, des petites quantités. Et puis, chacune d'entre elles n'a peut-être pas le volume nécessaire, suffisant pour justifier l'investissement pour ces procédés de recyclage-là. Ce qui fait là, que jusqu'à tout récemment, là, les sables de fonderie au Québec étaient enfouis, allaient à l'enfouissement en très, très grande majorité. La vision de notre partenaire ici, Produits Minera, c'était de mutualiser les volumes de toutes ces fonderies-là au Québec, puis peut-être même dépasser les frontières du Québec pour amener des économies d'échelle, puis offrir le service aux fonderies qui, pour elles, c'est pas l'activité principale de faire du recyclage, donc elles sont bien heureuses de sous-traiter cette activité-là. Toutefois, quand on parle de mutualiser des volumes, ça amène aussi un défi où le procédé doit être adapté aux matières variées d'une fonderie à l'autre, différentes teneurs en contaminants, différentes granulométries, etc. Donc, ça prend un procédé flexible, robuste pour ces conditions-là. Et puis, une fois qu'on régénère les sables, Produits Minera a l'expertise pour trouver des débouchés pour ces sables-là, pour ces minéraux réfractaires, pour des usages industriels, en génie civil, fabrication de nouvelles éco-matériaux et même pour certaines fractions, retour, réutilisation comme sable de fonderie chez le générateur. Notre rôle dans ce projet a été tout l'aspect laboratoire, les analyses physico-chimiques des sables, répertorier les technologies existantes un peu partout dans le monde. Il y a des fournisseurs aux États-Unis, on a trouvé en Europe également. Et puis, on a un collègue, là, nos ingénieurs là, chanceux, là, qui a eu la chance d'accompagner l'entreprise pour des essais pilotes à l'international. Donc, aux États-Unis, il allait passer une couple de jours pour faire des essais sur quelques tonnes de matériaux. Donc, c'était vraiment une belle expérience pour lui. Puis, on en est venu à recommander, selon les critères technico-économiques, recommander la séquence de traitement, les procédés optimaux pour Produits Minera, celle qu'on devrait implanter au Québec. Et puis, pour l'instant, aux dernières nouvelles, le projet n'est pas encore déployé, mais notre client est en train de planifier tout ça, la phase d'industrialisation. Les avantages de ce projet-là, comme je disais, c'est un service clé en main pour les fonderies qui ne l'auraient probablement pas fait toutes seules, du moins pas toutes. Il y a une réduction par rapport au coût d'enfouissement, avec bien sûr les gains environnementaux qui viennent avec ça, et des gains sociaux pour la création d'emplois chez Produits Minera. C'est donc win-win de tous les côtés. Donc ici, en termes de stratégie d'économie circulaire, on parle de mutualisation, donc on rassemble plusieurs petits volumes pour faire démarrer un projet. On parle de recyclage et encore une fois d'optimisation des opérations parce que c'est un nouveau procédé
qu'on vient ajouter ici. Donc, ça fait le tour pour moi. Je vais bientôt céder la place à mon collègue Pascal Lemoine, qui va lui poursuivre avec des exemples également, vraiment plus focusés sur les technologies propres, un peu plus émergentes, qui demandent dans certains cas encore de la recherche et développement, mais qui s'en viennent. Donc, ça va vous donner un petit aperçu d'opportunités qui viennent pour le futur. Et puis, voilà, j'espère avoir pu vous inspirer un petit peu. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions un peu plus tard. Et voilà, merci beaucoup. La parole est à toi, Pascal. Alors, peut-être préciser que Pascal, c'est un chimiste de formation, chercheur d'expérience au CTTEI, qui est ici avec nous depuis 10 ans environ. Voilà, qui a une expertise très importante et très précieuse pour nous dans l'équipe. À toi, Pascal. Merci, Jean-François. Excellente présentation, comme d'habitude. Je suis ici effectivement pour vous parler du volet des procédés propres au CTTEI. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, où on veut aller? Bien sûr, on a fait certains choix technologiques. Là. Il y a des technologies là, qui nous semblent très appropriées pour certaines problématiques au Québec. Puis, ces technologies-là sont connues, mais ne sont pas déployées au Québec et au Canada, en tout cas du moins à notre connaissance. Puis on pense qu'il y a quand même un très bon potentiel. Là, puis c'est ce que je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui. Avant de commencer, par contre, à vous présenter ce qu'on fait au CTTEI, j'aimerais faire un petit rappel sur la définition qu'a choisie le gouvernement du Québec, une définition qui fait partie de pour les technologies propres, pardon, une définition des technologies propres, qui fait partie de son plan d'action quinquennal 2018-2023 pour la croissance et les technologies propres. Je vais vous la lire textuellement. Donc, on parle de produits, services et procédés servant à mesurer, à prévenir, à limiter, à réduire ou à corriger les atteintes à l'environnement, y compris ceux permettant d'économiser les ressources ou portant moins atteinte à l'environnement que leur contrepartie dans le marché. Oh, on va changer de diapo. C'est parti. Bien sûr, si on veut faire des changements, bien, on s'attend à des avantages. Puis, au niveau de l'organisme Écotech Québec, bon, un organisme là, qui existe depuis près de 10 ans maintenant, qui tente d'appuyer le développement de telles technologies au Québec. Eux introduisent ces technologies-là comme étant des stratégies menant au développement durable, bien sûr. Et puis, parmi les avantages attendus, on s'attend à des avantages économiques, comme une augmentation de la performance des opérations et une diminution des coûts. Bien sûr, ça prend des impacts environnementaux réduits. Donc, on parle d'efficacité environnementale. Et puis, on ne peut pas passer outre au niveau des aspects sociaux, du legs qu'on va laisser aux générations futures. Donc, on parle dans ce cas-ci d'optimisation des ressources. Puis, jusqu'à tout récemment, ça fait peut-être environ 1 an, ben, il y a le fonds EcoLeader qui a été créé pour appuyer davantage le déploiement de telles technologies. Puis, puis on parle aussi d'adopter des pratiques éco-responsables au niveau des entreprises. Puis les avantages ciblés, ben, on parle d'une diminution de la consommation de matières premières, une diminution des besoins énergétiques, bien sûr, émettre moins de polluants dans l'environnement, mais on souhaite aussi en parallèle augmenter la durée de vie des produits. Puis si on en arrive à la fin de vie de ce produit-là, ben, d'en augmenter la recyclabilité, bien sûr. Maintenant, si on parle vraiment de ce qui se passe au CTTEI pour le créneau procédés propres, bon, Jean-François l'a dit, ça fait quasiment une dizaine d'années que je suis ici. Puis déjà, dès mon entrée, il y avait des choses qui se passaient avec les fluides supercritiques. Donc, c'est vraiment un créneau là, qui est en développement continuel chez nous depuis 2008.
En ce sens, il y a plusieurs équipements là, qui ont été achetés à l'échelle labo, puis je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a des équipements aussi qui s'en viennent pour l'échelle pilote. Pour déployer davantage ce créneau-là, il y a eu plusieurs embauches très ciblées qui ont été faites. Jean-François vous l'a bien démontré, là, on s'attaque à tout type de problématiques en ce qui touche la gestion de sous-produits. Donc, on a vraiment besoin d'une équipe qui est multidisciplinaire. Donc, initialement, il y avait des chimistes, ingénieurs chimistes, mais là, on était chercher des gens en biotechnologie, des spécialités en électrochimie. On parle aussi de matériaux. Puis, deux outils très importants qui sont dans le panel de solutions du CTTEI pour les procédés propres, c'est la modélisation de procédés et puis l'étude technico-économique de type CAPEX-OPEX. Donc, on a fait l'embauche d'ingénieurs de procédés spécialisés dans ce type d'analyse-là. Donc, ça, c'est notre premier outil pour faire une évaluation technico-économique. Puis le deuxième outil qui est tout nouveau, c'est plus un outil d'analyse environnementale des technologies où on parle de faire l'évaluation de la circularité. Je vais vous en parler dans une diapo suivante. Puis l'objectif de tout ça, bon, ça semble évident en soi là, de choisir une solution adaptée pour une problématique donnée, mais ce que je veux dire par là, c'est que le CTTEI n'est pas un vendeur de technologie. Oui, on a fait des choix d'entrée de jeu de dire, OK, il y a des procédés qui nous semblent vraiment intéressants, puis on veut les tester pour des problématiques X. Mais si les résultats ne sont pas au rendez-vous, le CTTEI ne fait pas exprès pour pousser la note puis forcer un procédé plus qu'un autre. Donc, on veut vraiment choisir une solution qui est adaptée à la problématique selon le cas. Maintenant, si je vous parle plus spécifiquement de ce qui se passe dans nos laboratoires, un des premiers procédés avec lequel on a travaillé au CTTEI, là, je l'ai mentionné à la diapo précédente, là, on travaille avec cette technologie depuis 2008, le CO2 supercritique. Qu'est-ce qu'on entend par l'état supercritique? Là? Je vais commencer avec ça. C'est un état de la matière qui est situé entre l'état gazeux et l'état liquide. Et pour y arriver à cet état-là, on doit dépasser certaines conditions opérationnelles de température et pression. Puis, donc, dès qu'on dépasse une température et pression donnée, on atteint cet état supercritique. Puis, la matière acquiert des propriétés qui sont différentes, en fait, de la phase liquide et la phase gazeuse. Ce sont des propriétés intermédiaires à ces deux phases-là. Ce qui est intéressant avec le CO2 à l'état supercritique, c'est qu'on n'a pas besoin de chauffer beaucoup pour arriver à cet état-là, donc 32 degrés Celsius. Puis, bon, on est en milieu pressurisé, bien sûr, pour être en mesure d'atteindre une telle pression. Il faut dépasser 73 bars. Puis, le CO2, dans cet état-là, il devient un médium qui est quand même très dense, mais qui a aussi un grand pouvoir de diffusivité dans la matière. Ça en fait donc un excellent solvant pour des composés non polaires. Quand je parle de non polaires, là, on peut penser à des huiles et graisses, par exemple, là, c'est des composés typiques là, quand on parle de composés non polaires. Puis, au point très intéressant, en fait, le point central d'utiliser le CO2, l'état supercritique, c'est que c'est un solvant qui est non toxique. Donc, au lieu d'aller faire de l'extraction avec des solvants chimiques, on utilise le CO2 à l'état supercritique qui va aller chercher nos molécules d'intérêt. On dépressurise le milieu, le CO2 retourne à l'état gazeux, puis ça nous permet de récupérer nos molécules là, dont on voulait aller chercher initialement. On peut aussi recycler en boucle dans le procédé le CO2. Donc, c'est doublement intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est ça, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec cette technologie-là au CTTEI, puis sous 4 aspects là, principalement. Donc, en bas de la diapo, là, on le voit, là, les volets sur lesquels on travaille. Initialement, on a surtout travaillé sur la décontamination de différents types de matériaux, dont des plastiques huileux et ou odorants, donc des plastiques là, qui étaient destinés au domaine alimentaire.
On a travaillé aussi à faire de l'extraction de différents types de sous-produits. Je vous parle ici là, rapidement de l'exemple du bardeau d'asphalte qui se retrouve, du bardeau d'asphalte post-consommation, qui se retrouve dans les centres de tri CRD, pour lesquels il n'y a pratiquement pas de débouchés. On peut avoir une problématique aussi de gestion là, au niveau des centres de tri. Donc, nous, on a fait des essais pour tenter de récupérer le bitume. On a obtenu quand même des bons résultats, puis on pense qu'il y a un bon potentiel pour retourner cet extrant-là là, dans différents marchés, notamment la formulation d'asphalte ou de membrane bitumineuse. Puis le bitume en tant que tel a aussi un coût non négligeable là, comme matière première. Là. Donc, il y a 2-3 ans, c'était plus de 1 000 $ la tonne. Donc, si on peut aller chercher cet intrant secondaire d'un sous-produit par un procédé propre, donc là, c'est doublement intéressant à ce niveau-là. Comme autre type d'utilisation qu'on veut explorer, qu'on est en train de mettre en branle, on va tester la stérilisation de dispositifs médicaux, donc avec le domaine hospitalier. Présentement, les technologies utilisées comme les autoclaves ne sont pas adaptées à tout type de dispositifs médicaux. Sachant qu'il y a des dispositifs médicaux à usage unique qui valent plus de 25 000 $ la pièce, puis qui sont jetés par la suite, faute de technologie adaptée. Donc, on a tout intérêt à au moins faire la preuve de concept, puis ensuite pousser pour déployer cette technologie-là si les résultats sont au rendez-vous. Puis finalement, on veut travailler sur un volet d'imprégnation de matériaux, notamment avec l'industrie du tannage. Je pense que vous le savez tous, là, le tannage, c'est des solutions de chrome, là, des solutions acides de chrome qui sont utilisées pour travailler le textile, le cuir, là, plus particulièrement. Donc, dans ce cas-ci, on utiliserait le CO2 supercritique qui amènerait le chrome à même le matériau. Puis, il y aurait vraiment là un gain environnemental important où on n'aurait plus de solutions acides et de rejets chromés à gérer là, suite à l'utilisation de ce procédé-là. Donc, ça, c'est un des premiers procédés là, avec lesquels on travaille au CTTEI. Ensuite, un deuxième procédé, c'est au niveau de l'oxydation hydrothermale. L'objectif ici, c'est vraiment de détruire des différents sous-produits, de détruire différents effluents à forte teneur en matière organique et pour lesquels il n'y a pas vraiment de solution ou de débouché. On parle d'enfouissement ou d'incinération. Donc, qui sont, bien sûr, là, on s'éloigne là, de tout ce qui est économie circulaire. Donc, avec cette technologie-là, c'est une façon de traiter ces effluents-là pour avoir une meilleure valeur ajoutée. Là, je ne vous en dis pas plus parce que je vais en parler davantage dans des diapos là, qui s'en viennent. Là. Mais pour vous donner un exemple de sous-produits avec lesquels on travaille là, avec cette technologie-là, l'oxydation hydrothermale, on a un projet avec les boues municipales de la ville de Sorel-Tracy. On travaille à décontaminer les eaux usées d'hôpitaux avant qu'elles se rendent aux stations d'épuration des eaux, finalement, municipales. On travaille aussi avec les résidus de peinture. On travaille avec les résidus de l'industrie des pâtes et papiers et aussi bien d'autres types de projets. Mais je vais focuser tout à l'heure sur les boues municipales de la ville de Sorel-Tracy. Et puis, le dernier procédé propre avec lequel on travaille, c'est celui de la séquestration du CO2. Lui aussi, je vais en parler davantage dans les prochaines diapos, mais seulement pour déjà introduire là, ce procédé-là. Dans ce cas-ci, c'est qu'on veut s'attaquer à une double problématique. Donc, oui, il y a certains secteurs industriels qui génèrent des émissions de GES, donc de CO2, des émissions qui sont intrinsèques au procédé.
Donc, on ne peut pas nécessairement tout changer pour réduire ces émissions-là. Ça prend soit des technologies de capture ou, dans notre cas, ce qu'on propose, c'est d'utiliser des sous-produits qui peuvent capter le CO2, puis même des sous-produits qui sont générés par ces entreprises-là, qui sont les grandes émettrices de gaz à effet de serre. Là, je vous en énumère quelques-unes ici. Là. On parle d'acierie, donc métallurgie, des grands émetteurs de CO2 qui génèrent aussi des quantités importantes de scories pour lesquelles il y a peu de débouchés. On parle des cimenteries, bien sûr, où on brûle le calcaire, donc on ne peut pas passer à côté à moins de ne pas utiliser le ciment, mais ça ne sera pas à court terme que ça va arriver. Donc, les cimenteries avec leur poussière de four à ciment. On peut penser aussi à différents types d'incinérateurs et aux centres de grille qui sont générés. Et puis, il y a d'autres exemples il y a d'autres types d'industries et de sous-produits aussi avec lesquels on travaille, là, mais les trois principales sont énumérées ici. Mais je vais revenir tout à l'heure avec l'exemple des aciéries, des scories. Et pour terminer le tour d'horizon sur les procédés propres au CTTEI, là, ce que je vous ai montré présentement, c'est des équipements à l'échelle laboratoire. Mais là, on a des équipements à l'échelle pilote qui s'en viennent. Donc là, ce que vous voyez sur la diapo en haut à gauche, c'est notre nouvel espace laboratoire là, qui a été inauguré ce printemps. Puis en bas, c'est notre unité pilote pour faire de l'oxydation hydrothermale en continu. En tout cas, à notre connaissance, c'est une unité pilote là, qui est unique au Canada, qui va nous aider grandement là, à valider davantage les données qu'on obtient au laboratoire, puis à tout ce qui est analyse technico-économique pour déployer cette technologie-là au niveau de l'oxydation hydrothermale. On va avoir aussi un nouvel équipement de CO2 supercritique qui, celui-ci, va être couplé d'ultrasons. Dans ce cas-ci, c'est les ultrasons, là, c'est au niveau de la stérilisation, on pense qu'il peut y avoir un avantage marqué à ce niveau-là, entre autres. Puis, on va se lancer aussi dans le couplage technologique. Donc, si l'oxydation hydrothermale n'est pas suffisante en soi pour régler une problématique, que, par exemple, si les effluents ne sont pas assez concentrés pour utiliser adéquatement la technologie, ben, on pourrait coupler ça avec une technologie de filtration membranaire. On pourrait aussi coupler ça avec un certain traitement biologique parce que l'oxydation hydrothermale, bon, il y a des rejets à la fin. Je vais vous en parler là, tout à l'heure, mais ces rejets-là liquides pourraient passer par un traitement biologique, par exemple. Puis, on veut aussi se lancer dans tout ce qui est bioréacteur à membrane. Donc, plein de sujets intéressants là, qui vont être en plein déploiement là, dès cette année dans nos laboratoires. Donc là, je vous ai présenté ce qu'on fait au niveau labo. Bon, on fait nos expériences, on obtient des résultats, puis on ne veut pas arrêter là. On veut valider avec nos clients que nos procédés sont rentables. Ben, on ne peut pas y échapper, bien sûr. L'aspect économique est très important dans tout ça. Donc, lorsqu'on obtient des résultats prometteurs avec nos différents procédés, on fait une analyse technico-économique en 2 étapes. La première étape consiste à faire la modélisation du procédé. On a un logiciel pour faire ça. Nous, on a fait le choix d'utiliser Prosim, un logiciel français, qui nous permet de faire les diagrammes de procédés, là, comme vous voyez sur la diapo. Puis donc, on fait notre choix d'équipement. On fait notre bilan matière et énergie, ce qui nous permet ensuite de faire le dimensionnement des équipements. Puis lorsqu'on a toutes nos informations, ben là, on se lance dans l'analyse technico-économique proprement dit. Donc, le logiciel en soi, il y a différentes bases de données qui nous permettent de faire une première évaluation des coûts des équipements,
Là, si on parle du CAPEX, au niveau des coûts d'investissement, donc d'achat des équipements, le logiciel nous propose des prix. On peut aussi faire un certain contact de fabricant au besoin pour si on veut raffiner davantage le prix des équipements et notre analyse technico-économique. Puis, avec tout ça aussi, on calcule les coûts d'opération, donc c'est ce qu'on appelle l'OPEX. Puis, on obtient une analyse technico-économique sommaire. On estime là, que c'est plus ou moins 50% du coût réel attendu, mais l'objectif derrière ça, c'est de nous donner une première idée, puis de voir est-ce qu'on se compare bien par rapport au coût de gestion actuel ou aux procédés existants. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on fait de notre côté, c'est on fait des analyses de sensibilité de différents paramètres qui peuvent influencer le CAPEX et l'OPEX. Puis, si on trouve qu'il y a des points d'optimisation intéressants, bien là, on retourne au laboratoire, on fait d'autres expérimentations, on obtient d'autres résultats, puis on optimise notre modèle économique, puis on fait différentes boucles itératives comme ça, selon les projets. Donc, ça, c'est un premier outil là, qui est en utilisation au CTTEI depuis 2017. Là. Puis, je crois que on est probablement le seul CCTT là, parmi les réseaux Synchronex là, qui se rend aussi loin dans cette démarche-là. Puis, notre deuxième outil qui est tout nouveau, c'est au niveau de l'analyse environnementale. En 2019, le CTTEI a reçu une chaire de recherche en écologie industrielle et territoriale, dont un des objectifs était de développer un outil pour faire le diagnostic de la circularité. La diagnostic de circularité au niveau d'une entreprise et même jusqu'au niveau d'un territoire. Mais là, si on parle, si on veut faire un tel diagnostic, ça nous prend des indicateurs d'économie circulaire. Bon, ça semble trivial dit comme ça, là, mais notre équipe de recherche là, qui a fait tout ce travail pour développer cet outil a fait une grosse revue de littérature, puis a mis en lumière qu'il y avait plus d'une centaine d'indicateurs d'économie circulaire. Donc, il a fallu faire tout un travail de synthèse pour aller chercher vraiment ce qui était bon pour nos besoins, notamment en termes de procédés propres. Puis, c'est ce qui vous est présenté là, dans le tableau à droite sur la diapo. Donc, on parle de réduire les flux, de ralentir les flux, de créer des boucles et de réduire les impacts. Puis là, on parle en termes de ressources, soit de matière, d'énergie et d'eau. Puis on en arrive à faire une analyse multicritère, soit de notre procédé ou même d'un territoire ou de tout l'ensemble des opérations d'une entreprise. Puis on en arrive à faire un diagnostic de circularité. Mais pourquoi veut-on en arriver à faire ça? Bien sûr, là, Jean-François l'a bien démontré, l'économie circulaire est bien implantée, puis ça ne va ne faire que s'accélérer. Donc, là, on a un outil pour voir où on se situe par rapport à ça, autant au niveau des opérations actuelles que si on veut faire certains changements, donc on peut faire une hiérarchisation des différentes opportunités qui sont envisagées avec ce diagnostic-là. De notre côté, cet outil-là a été, il sort du four là, principalement. C'est arrivé fin printemps. Là. Puis là, on a 2 projets en cours là, où on teste là, cet outil-là. Un avec l'évaluation de technologies de sol contaminées, puis un autre pour des techniques de recyclage des fameux masques de procédure. Donc, c'est nos 2 outils qui nous permettent là, de faire une bonne évaluation, autant au niveau économique qu'environnemental de nos procédés propres pour en faciliter le transfert technologique. Bon, maintenant, je vais vous parler plus approfondi de ce qu'on entend par l'oxydation hydrothermale.
Là, vous voyez sur la diapo une photo des boues municipales de la ville de Sorel-Tracy. Ça va être l'exemple que je vais utiliser pour vous parler de cette technologie-là. Mais bref, il faut quand même que je commence par vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, l'oxydation hydrothermale, on a besoin d'une matrice aqueuse qui a une forte teneur en matière organique. On chauffe cette matrice aqueuse-là à des hautes températures. On est en milieu pressurisé, donc on atteint aussi des hautes pressions. Puis, on ajoute un oxydant qui, lui, va agir pour dégrader la matière organique. Nous, dans notre cas, on peut utiliser tout simplement l'air dans le procédé. Donc, les intrants sont assez simples. On a notre effluent aqueux, puis on ajoute l'air, on chauffe tout ça en milieu pressurisé, puis on peut arriver dans des conditions qui vont dégrader la matière organique. Par contre, il faut chauffer quand même à des températures là, assez importantes. On peut travailler jusqu'à 375 degrés Celsius et même plus. Et puis, on peut atteindre des pressions là, de l'ordre de 200 fois la pression atmosphérique. Puis, dans ces conditions-là, l'eau va acquérir des propriétés qui sont différentes de celles qu'elle a à la température pièce. Donc, elle va être en mesure de dissoudre des composés organiques que ce n'était pas le cas lorsqu'elle est à la température pièce, l'eau. Donc, on dissout nos composés organiques. Elle a aussi un meilleur pouvoir de solvatation de l'oxygène. Donc, l'oxygène va lui aussi se dissoudre dans l'eau. Il va réagir avec l'eau, puis il va former ce qu'on appelle des radicaux hydroxyles ou des radicaux libres. Donc, c'est le H au point là, que vous voyez au milieu de la diapo. Puis, ces petites entités moléculaires-là sont extrêmement réactives. Elles n'ont aucun préjugé. Elles vont s'attaquer à toute matière organique qui est présente, donc aucune sélectivité. C'est des réactions chimiques qui sont très rapides. Et puis, on parle d'oxydation, donc c'est des réactions qui vont dégager de la chaleur, donc des réactions exothermiques. Pascal, excuse-moi de t'interrompre, mais il nous reste que genre 3-4 minutes là, pour terminer le webinaire. Tu as raison, Claude. Merci. Il y a possibilité de récupérer la chaleur avec un tel procédé. Puis, c'est intéressant, c'est un procédé qui est polyvalent, déjà industrialisé. Donc, il y a un potentiel de déploiement rapide. Au niveau du procédé, je l'ai mentionné, on a des conditions d'opération qui peuvent aller jusqu'à 350 degrés Celsius. Et puis, au niveau de nos extraits, on a de l'énergie qu'on peut récupérer sous forme d'eau chaude ou de vapeur. On a notre extrait liquide traité qui est constitué de molécules simples comme de l'ammoniac, des sulfates, des phosphates ou des molécules organiques biodégradables comme de l'acide acétique. Puis, on a un solide inerte qui, selon le cas, qui pourrait être potentiellement valorisable. Puis, si j'en reviens au cas des boues municipales de la ville de Sorel-Tracy, rapidement, le scénario de base pour la ville, on a des étangs aérés ici à Sorel-Tracy pour traiter nos eaux usées municipales. Les étangs sont arrivés à saturation, puis il faut en faire la vidange. Puis le scénario initial était de faire cette vidange-là sur une durée de 15 ans à des coûts de 1,6 million par année. Puis là, on a approché la ville, on a dit on a une technologie intéressante à vous présenter, puis on a fait nos essais labo, analyse technico-économique, tout ça, puis on en est arrivé à des coûts de traitement annuels d'environ 1 million de dollars par année. Donc, presque une réduction de près de 40 des coûts, ce qui est quand même très, très, très intéressant. Puis, là, vous voyez aussi le nombre de camions qui seraient diminués parce que l'enfouissement ne se passait pas à Sorel-Tracy. Il fallait que ça prenne le traversier et que ça traverse le fleuve Saint-Laurent. Puis, tout ce qui est au niveau des émissions de CO2 émises aussi, on avait vraiment un gain significatif. Donc, la ville de Sorel-Tracy est vraiment intéressée, puis on attend notre procédé pilote là, pour actualiser davantage ces résultats-là. Puis, écoutez, j'aimerais ça vous parler rapidement de séquestration de CO2, là, que c'est
un gros créneau aussi chez nous. Je vous l'ai dit, on veut régler une double problématique, trouver des débouchés pour des sous-produits pour lesquels il n'y a pas vraiment de débouchés et réduire des émissions de GES avec ces sous-produits-là pour obtenir les sous-produits carbonatés. Là, vous voyez la chaîne d'images où on a notre scorie, nos émissions de CO2, puis on forme du calcaire, là, qui est la petite poudre blanche là, sur notre matière grise, là, complètement à droite. Rapidement, le concept derrière ça, c'est qu'on parle de carbonatation minérale, qui est un phénomène naturel. Donc, le CO2 de l'air va réagir avec des minéraux qui sont riches en calcium. Par contre, c'est une réaction qui est très lente. Donc, on ne peut pas penser à un procédé industriel avec une telle façon de faire. Il y a eu donc un paquet d'études qui a été fait pour accélérer cette réaction-là. Puis là, vous voyez l'encadré en rouge, là, nous, c'est la façon de faire qu'on a choisie là, pour différentes raisons. Mais bref, c'est une façon de faire qui est assez simple. On met tout simplement notre sous-produit dans une matrice aqueuse. On fait buller notre CO2 sous certaines conditions, puis on obtient notre calcaire. Donc, on a travaillé avec les aciéries, qui sont, bon, bien sûr, des grands émetteurs de CO2, des générateurs de scorie. On a travaillé en partenariat aussi avec l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, eau, terre et environnement à Québec. Puis, on a optimisé tous nos paramètres expérimentaux, on a fait notre analyse technico-économique. Puis, on en est arrivé, bon, là, je n'ai pas les mêmes chiffres que pour l'exemple précédent, là, mais on avait des gains potentiels de GES évité de plus de 10 000 tonnes de CO2 par année, ce qui peut constituer environ 2500 voitures de moins sur les routes. On a fait aussi une étude de débouchés pour recycler les scories carbonatées. On voit un bon potentiel là, dans le génie civil, en agriculture, aussi dans la formulation de béton. On a optimisé aussi les opérations pour utiliser les rejets de chaleur fatale de l'acierie. Ça nous a permis de grandement diminuer les coûts d'opération, entre autres. Puis ben là, on est en étude de préfaisabilité avec eux là, pour actualiser notre modèle technico-économique pour valider davantage la rentabilité potentielle de ce procédé-là. Alors, ben voilà. Je dépasse un tout petit peu, mais je te prête la parole, Claude. Merci à tous. Merci, Pascal. Merci tout le monde d'être resté un petit peu plus longtemps. J'espère qu'on a réussi notre objectif de vous inspirer, de vous démontrer que pour peu qu'on s'intéresse à nos façons de faire, qu'on regarde ce qu'on a dans nos conteneurs, ben, il y a toujours moyen là, d'accélérer notre transition vers l'économie circulaire. Au Québec, il y a beaucoup d'expertise disponible. Nous, on est là. Maintenant, vous nous connaissez un peu mieux, mais il y a tout le réseau des centres de recherche Synchronex, il y a des universités, il y a plein de gens là, qui peuvent vous accompagner. Madame Roy du MEI mentionnait dans le chat tout à l'heure aussi qu'il y a des financements qui sont là pour vous accompagner. Donc, vous n'hésitez pas. Il y a plein de ressources, Investissement Québec et le CRIC qui peuvent vous diriger vers les ressources appropriées. On aurait pu vous entretenir, vous en parler toute la journée. On n'a pas parlé de symbiose industrielle, mais c'est une autre chose qu'on fait au CTTEI. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, vous n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Ça va nous faire plaisir d'écouter vos besoins. Et puis, si on ne peut pas vous aider, on va vous référer à nos collègues là, avec grand plaisir. Merci tout le monde et bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Merci à tous.